tous, Christophe Demestre. Je vais vous faire une petpetite présentation sur, comme c'est marqué ici, sur la réindustrialisation et sur l'industrie du futur, vu d'un point de vue Siemens et naturellement. Donc, je vais commencer par un petit peu regarder, je pense que la réindustrialisation, c'est un vrai sujet pour l'ensemble des pays européens et je pense que c'est bien de commencer par avoir bien à l'esprit quel est le vrai sujet qui nous occupe en ce moment, à savoir si on parle de réindustrialisation, si on parle d'industrialisation, quelle est la partie d'industrialisation qui occupe dans chacun pays. Vous avez une carte qui me semble assez bonne, qui montre que tous les pays qui sont en crise, ce sont les pays justement dont la part dans le PIB de la partie secondaire est assez faible. Vous voyez que la France est tombée à un niveau historiquement bas, à 12%, qui est véritablement un facteur d'inquiétude, à savoir qu'on ne peut pas prétendre être un grand pays industriel, avec tout ce que cela veut dire, si on n'a naturellement pas le besoin, l'envie et la nécessité de créer le dynamisme industriel qui s'accompagne avec cette stratégie. Vous voyez que tous les grands pays qui sont marqués et qui sont les pays qui font la croissance actuelle mondiale, parce que je vous rappelle qu'on est dans un monde qui est en croissance de 3 à 4% annualisé, donc on a cette croissance. Quand vous voyez la Chine qui est 43%, quand vous voyez le Brésil à 22%, quand vous voyez l'Allemagne à 26%, qui a su garder, malgré la crise de 2008, qui a été un accélérateur important, une part très importante de son PIB qui vient du secteur industriel. Pourquoi c'est important? Parce que c'est tout simplement un facteur clé dans la création de la valeur. Donc c'est un sujet important. La France est en retard. Si vous la comparez notamment à des grands pays industriels comme l'Angleterre, on est même passé derrière l'Angleterre. C'est pour tout dire, quand on voit que bientôt l'Angleterre produira plus de véhicules que la France, même s'ils n'ont plus aucun constructeur national, ça pose problème. Ça pose problème à savoir qu'est-ce que l'on veut faire et comment on veut le faire, de telle manière à rattraper et réindustrialiser notre pays. Alors, on pourrait dire c'est le déclinisme, c'est la fin d'une civilisation ou d'un cycle. On peut le voir aussi différemment, c'est une opportunité, et une opportunité qu'on doit regarder par rapport à l'aune, naturellement, de tous les enjeux qui sont face à nous. Et vous avez ici un schéma qui me semble toujours intéressant, c'est de voir quelles ont été les révolutions les unes derrière les autres, avec un paramètre qu'il faut regarder. Naturellement, la première révolution, c'est en 1784 en Angleterre. C'est la première machine à tisser. En France, c'est pas tellement loin après, c'est en 1804 avec Bacquard. Donc la première machine, donc on était un peu en retard, mais c'était quand même en 1700 la première révolution. La deuxième, c'est 1870 avec un premier machine naturellement d'automatisme, une fabrique de révolution en termes de production systématique. Et enfin, même 100 ans plus tard, vous avez eu enfin l'arrivée des PLC, des automates programmables, qui, elle, a été naturellement aussi une première incursion dans l'automatisme. Et c'est l'époque que nous vivons actuellement, encore, mais pas pour longtemps, parce qu'on rentre dans un degré qui n'a rien à voir, qui s'appelle naturellement ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, qui est finalement l'ouverture à une stratégie qui n'a rien à voir en termes de complexité, avec l'Internet des machines qui vient et qui donne naturellement une impulsion complètement différente. Impulsion complètement différente, surtout, vous voyez le petit bubble sur le côté, les petites bulles qui sont particulièrement intéressantes, qui donnent une explication sur le degré de complexité. Vous avez une accélération non seulement temporelle, mais vous avez une accélération forte dans le domaine de la complexité. Donc pour comprendre, il va falloir non seulement réussir à imposer, mais il faut expliquer, il faut naturellement convaincre et former. Former sera le grand challenge des années à venir, parce que soit on est capable de former et d'amener naturellement la transition vers cette révolution, soit on passera à côté. Alors, vous allez me dire révolution, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas grand-chose de nouveau dans la révolution. Une révolution, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même demande des clients. Ce n'est pas un constructeur ou des constructeurs qui se mettent d'accord en disant on va faire quelque chose de nouveau, on va proclamer quelque chose de nouveau. Non, ça s'oriente par rapport aux mêmes fondamentaux du marché. Les fondamentaux du marché, vous les avez devant vous, c'est toujours les mêmes. Ce que les clients demandent, c'est plus de rapidité. La rapidité est un facteur essentiel. Ce n'est pas uniquement pour la vitesse du débit du Internet que vous avez sur votre iPhone, ça concerne naturellement l'ensemble de l'économie. C'est la flexibilité, c'est d'être capable d'arriver à changer vite votre type de fabrication, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, de telle manière à changer et à s'adapter aux besoins des clients qui sont de plus en plus rapides. Et là, on a un paradigme shift qui est important par rapport à ce que nous avons connu pendant des années, qui était finalement une délocalisation, une automatisation qui conduisait à des fabrications standardisées de grandes quantités dans des pays émergents pour bénéficier
naturellement des coûts de main-d'œuvre beaucoup moins chers, où maintenant on arrive dans une demande qui est beaucoup plus, j'allais dire, taylorisée, c'est-à-dire une demande faite sur mesure, où on est obligé naturellement de s'adapter à une demande très rapide, changeante, fluctuante. Ça, c'est l'avenir de demain, c'est-à-dire demain, chacun aura besoin de sa voiture avec des options très particulières, avec un certain nombre de couleurs, de tout ce qu'il veut. Donc ça continue à une multiplication absolument phénoménale des variantes que vous devez pouvoir proposer à vos clients. C'est une révolution sur laquelle, pour l'instant, si on reste dans le modèle dit traditionnel, on est incapable d'y répondre. Ça, c'est naturellement, ça s'allie avec l'ensemble des demandes qui sont classiques, demandes de qualité et demandes d'efficacité. L'efficacité, c'est pas rien, c'est particulièrement l'efficacité en ressources. Les ressources deviennent de plus en plus chères, de plus en plus, demandées, et ça concerne beaucoup de ressources qui sont des ressources rares pour la planète, pas uniquement en énergie, mais aussi dans un certain nombre de minerais qui sont utilisés pour les applications de moteurs. Naturellement, à partir du moment où on parle de révolution industrielle, ça s'accompagne avec beaucoup plus de communication, dit danger, à savoir de sécurité, de cybersécurité. Et le système ne peut fonctionner et ne peut réussir sa transition que s'il a des assises fixes et, je dirais, certifiées en termes de sécurité. L'ouverture des marchés impose naturellement aussi un degré de, j'allais prédire, de confiance vis-à-vis de l'ensemble du système qui est lié à cette sécurité. Alors, que fait là-dessus, sur la sécurité? Il y a plus ou moins des organismes qui sont naturellement en avance. Enfin, en Europe, on n'a pas encore un organisme certificateur, on a des organismes certificateurs, notamment deux. Un en Allemagne qui s'appelle le BSI et un autre en France qui s'appelle l'ANSI. Ce sont deux organismes sur le plan state of the art, comme on pourrait dire, qui sont au plus haut niveau. Et en ce qui nous concerne, et vous avez dû le voir sur le stand Siemens, c'est par rapport à ces standards-là que nous avons fait certifier nos automates. C'est assez marrant parce que c'est finalement un certain nombre, vous payez un certain nombre de hackers, ce que l'on fait d'ailleurs traditionnellement, pour essayer de tenter de briser tous les codes de sécurité de nos automates, de telle manière à les certifier. Et ça, c'est une démarche que l'on a au niveau du groupe, c'est-à-dire systématiquement de faire en sorte que nos produits soient testés de visu, de réel. Donc on paye un certain nombre de joueurs de telle manière à briser les codes d'entrée que l'on a naturellement dans notre système. Mais si on parle au-delà du système, il faut bien regarder quelle est la dimension et de quoi on parle en termes de fabrication ou en termes de besoins. Et le besoin, elle est modulaire. On ne fait pas une transition par rapport à une économie dite automatisée, ex nihilo. Vous avez des modules. Et pour suivre la logique et le processus, vous avez naturellement plusieurs briques qu'on peut planifier naturellement différemment ou qu'on peut appeler différemment. Vous avez la première chose, c'est la conception du produit, qui est la base de tout. Vous définissez un produit par rapport à un besoin. Vous rentrez après dans une deuxième phase, qui est la planification de production, puis l'ingénierie de la production, enfin l'exécution de la production et finalement les services qui sont associés, de telle manière à maintenir la durabilité de l'ensemble de votre système. Ce qui est important, c'est que ce que l'on conçoit et ce qui existe actuellement pour l'ensemble de nos clients, c'est naturellement une vue très séquentielle de l'ensemble de cette approche. C'est-à-dire que ces éléments sont des briques qui sont plus ou moins avancées, avec naturellement la révolution qui concerne le software qui sont attachés, qui permettent d'aller progressivement d'une étape à une autre. C'est-à-dire on pouvait commencer par la conception du produit, par la CAO, de la DAO, et finalement avoir une fabrication, une exécution de la production encore très manuelle. Vous avez naturellement des briques qui, au fur et à mesure, vont être capables, selon vos investissements et les rythmes que vous allez prendre, et notamment, je parle ici des PME, la possibilité pour elles de se développer au long cours en investissant. Mais ce qui change fondamentalement l'ensemble, c'est que par rapport aux outils logiciels qui sont maintenant disponibles, et j'aurai l'occasion d'y revenir, et plus par des démonstrations que par des grandes explications, c'est de faire finalement, et l'objectif qui était depuis le départ, de créer un double numérique de tout ce que vous avez en réalité. Quel est l'intérêt de ce qu'on appelle le digital twin? C'est finalement de créer, de virtualiser de l'ensemble de ce que vous avez sur le forme réel, en virtuel, et d'interagir entre l'un par rapport à l'autre de telle manière à pouvoir modéliser l'ensemble de ce que vous faites et pouvoir concevoir sans faire des allers-retours inutiles et très coûteux entre le design, la fabrication, la mise en production et naturellement l'attachement de l'ensemble des paramètres et des fournisseurs par rapport à un produit. Pour donner les choses très claires, quand Siemens, à peu près 50% de ce que nous faisons en valeur ajoutée est acheté. Donc nous sommes
opérer avec un certain nombre de nos traitants ou co-traitants, qu'on peut appeler sous-traitants, je préfère les appeler co-traitants, avec le principe d'une valeur ajoutée qui doit être naturellement interconnectée, qui nous permette de progresser ensemble. Ça ne peut exister à partir du moment où vous avez un lien commun, et le lien commun, vous l'avez en bas de cet ensemble qui s'appelle le Team Center. C'est une base de données commune. C'est le fondamental de l'ensemble de ces expériences. Vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, ajouter des modules de telle manière à satisfaire aux besoins de cette chaîne de valeur. Vous devez, en principe et par définition, naturellement vous attacher à une base de données qui soit une base de données cohérente et unique. À partir du moment où on a dit ça, comment ça se retrouve en termes de produits et d'offres? Je pense que c'est important. Il y a trois réalités qu'il faut bien regarder. C'est d'un côté le produit, le jus numérique du produit, c'est-à-dire la simulation. Je vous montrerai, il y a quelques vidéos qui sont, de mon point de vue, très explicites. Vous avez après le processus de fabrication. C'est une loupe de processus, et donc c'est un certain nombre d'actions, de process à optimiser, de considérer l'ensemble de la fabrication du cycle. Et après, l'appareil de production avec l'ensemble de la chaîne de valeur qui est intégrée. Et vous allez me dire, tout ça c'est beau, c'est du virtuel, c'est très joli, est-ce que ça existe? La réponse est oui. C'est pour ça qu'on peut dire, on peut parler de jus numérique et d'un certain nombre de choses, parce que ce système existe. Vous avez maintenant ce lien entre le réel et le virtuel qui existe. Il y a des logiciels de programmation qui existent entre la commande numérique, entre l'action, entre naturellement la fabrication. Et ça, vous avez des logiciels Simit, je ne vais pas vous faire l'ensemble du catalogue Siemens, mais ce sont des choses, des processus que l'on utilise, que l'on met en place et qu'on expérimente avec des clients. Naturellement, pour l'instant, c'est le début, c'est l'aube de cette révolution, mais elle va nous conduire naturellement à ce que l'on cherche naturellement tous, c'est avoir une convergence de l'ensemble de ces systèmes pour donner un modèle unique de données, c'est-à-dire une plateforme. Et c'est là où un avantage d'un groupe comme le nôtre est intéressant, parce qu'on vient justement de l'architecture produit. On a acheté depuis maintenant 10 ans un certain nombre de briques essentielles dans le domaine du software. Vous voyez qu'on a préparé cette révolution numérique depuis très longtemps, avec un achat important à l'époque qui s'appelait UGS. Et depuis, on a rajouté année après année un certain nombre de fabricants de software qui sont venus compléter cette couche et cette vision numérique que nous avions déjà il y a 10 ans et qui maintenant s'accélère d'une manière très importante, qui permet finalement de relier l'ensemble des acteurs, aussi bien traitants que traitants, les bureaux d'études, les fournisseurs, les ateliers de production, dans un seul ensemble qui soit cohérent et qui fonctionne. Alors, nous faisons, en ce moment, on veut visiter un certain nombre d'usines dans le monde qui ont ce type d'organisation. On en a quelques sites, on en a 2 sites pour l'instant en Allemagne, un en Angleterre, un bientôt en France, naturellement de telle manière pour Siemens en lui-même, mais nous avons aussi des architectures qui existent chez nos clients, aussi bien Solvay à Chalampé, vous en avez naturellement d'autres. Donc ce sont des choses qui ne sont pas que du virtuel, des choses dont on fait la promotion et un marketing, mais c'est vraiment quelque chose qui existe et qui naturellement correspond à une réalité. Et la réalité tangible, je voudrais vous la montrer sur une vidéo qui me semble bien. Quand vous parlez de conception du produit, vous avez là l'exemple d'un produit et naturellement qui, en faisant cliquer, vous le verrez même bouger, ça sera bien. Je ne sais pas si, oui, voilà, très bien. Vous avez même une démonstration visuelle de ce que ça donne. Vous voyez ici que comment vous faites de la CAO, vous faites de la conception nouvelle, vous le faites naturellement avec un certain nombre de paramètres. Vous êtes capable de changer en virtuel, de gagner beaucoup de temps et d'éviter toutes les phases de prototypage qui sont naturellement des choses particulièrement longues. Donc vous arrivez à un niveau de simulation, notamment plus important, que vous affinez et que le groupe a décidé d'affiner. Au début, on était très proche naturellement de tout ce qui était besoin dans le domaine industriel. Au fur et à mesure, on a développé un certain nombre de partenariats dans le domaine infrastructure pour préparer l'avenir, qui est naturellement beaucoup plus diverse. Et on rentre avec l'acquisition qui a été annoncée de Mentor Graphics, qui va nous permettre d'aller jusqu'au détail du composant lui-même. Donc vous voyez, alors finalement, une fois qu'on a conçu, j'allais dire presque mécaniquement cela, vous regardez naturellement le deuxième aspect, qui est l'aspect simulation. Si vous faites des simulations, vous regardez les simulations par rapport au flux, par rapport naturellement à l'ensemble du système en tant que tel, comment il réagit par rapport à des contraintes mécaniques, par rapport à des contraintes naturellement de température. Tout ça se modélise de telle manière à optimiser la formule et obtenir naturellement le meilleur gain et le meilleur compromis. Très concrètement, je peux vous donner un exemple. Quand vous regardez, en ce moment, Siemens s'est lancé dans un programme très très ambitieux au long cours, je vais dire c'est à 15-20 ans, de produire un avion électrique, à propulsion électrique, un 100 passagers à propulsion électrique.
supprimer le kérosène et avoir une propulsion électrique pour, j'allais dire, un moyen courrier, moyen petit courrier. Ça, c'est à 15-20 ans. Ce type de conception nous a permis de gagner en termes de rapport puissance et naturellement poids, qui est l'élément critique pour un avion, de l'ordre, on est passé d'une échelle de 1 à 3. Une accélération absolument fondamentale qui nous conduit à penser que c'est effectivement une révolution technique qui va très loin dans la conception du produit et qui permet naturellement d'en enlever d'une manière très fondamentalement l'ensemble des performances. Mais une fois que vous avez fait la conception du produit, il y a naturellement tout l'aspect planification de production. Paradoxalement, c'est d'un des temps, quand vous créez une nouvelle usine, ex nihilo, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, c'est paradoxalement un élément le plus mauvais en termes de temps, parce que vous avez une adaptation très importante en termes de chaîne de production, pénibilité et naturellement d'ergonomie du travail qu'il faut savoir maîtriser. Vous avez un autre exemple, c'est naturellement l'organisation en tant que telle. Vous avez des économies là aussi très importantes à faire. L'économie, donc il faut être capable de simuler quel va être effectivement l'optimum en termes de cheminement des produits finis, semi-finis à l'intérieur de l'entreprise, qui sont naturellement des sujets propres, auxquels j'associerai aussi de plus en plus ce qu'on appelle la cobotique, c'est finalement comment faire travailler ensemble des hommes et des machines. Donc c'est la réalité. Et la réalité demain, c'est que je l'ai vu moi dans un certain nombre d'entreprises automobiles, notamment Delmer, où vous avez des robots qui placent des composants dans la voiture en même temps que des hommes qui agissent. Donc vous avez ce domaine-là existe déjà et va naturellement s'intensifier et va conduire naturellement à des interfaçages qui sont de plus en plus complexes et opérationnels, notamment pour tous les éléments compliqués. Alors comment faire l'engineering? L'engineering de l'ensemble, c'est naturellement aussi un des éléments centraux de la question, c'est comment intégrer tous ces éléments connectés dans un seul système cohérent. Pour ça, Siemens s'est lancé dans l'automatisme depuis très longtemps et à partir d'une plateforme unique souhaitée, qu'on appelle le TIA Portal, développer l'ensemble d'une cohérence, d'une offre qui soit ouverte, et ça c'est important, parce que le terme ouverte a toujours été un des secrets de la réussite de Siemens, c'est de ne pas faire un système propriétaire monomarque, mais de l'ouvrir par définition à la concurrence. On n'a jamais peur de la concurrence, on aime bien être challengé par eux, ça nous permet de nous progresser, donc de progresser naturellement dans nos performances. Donc ça a été naturellement la mise en énergie naturellement de l'ensemble des offres qu'on peut avoir là-dessus et qui nous offre naturellement un système qui soit parfaitement cohérent, que vous voyez d'autant mieux ici, sur un certain nombre d'applications. C'est naturellement le jus numérique que l'on crée et naturellement la simulation du fonctionnement de la chaîne de production sur le jus numérique. Vous avez une démonstration qui est très intéressante là-dessus aussi sur le salon. Vous le voyez de visu, il y a même quelqu'un qui a créé des petites manettes joystick pour ceux qui sont naturellement un peu plus joueurs. C'est d'avoir effectivement une modélisation parfaite et un double qui vous permet finalement de modéliser sur le domaine virtuel et de le réinjecter dans le réel de telle manière à améliorer et notamment de bien vérifier aussi toutes les interfaces graphiques HMI que vous pouvez avoir par rapport à l'ensemble de vos applications. L'exécution de la production, c'est enfin une fois très important parce que là on est toujours dans le problème du time to market, c'est la rapidité naturellement de la mise en place des solutions, la modification ultra rapide des chaînes de fabrication. Ça, c'est quelque chose à voir qui est absolument remarquable. Dans certaines usines, on est capable, à partir d'une modification du bureau d'études, en quelques secondes, d'injecter ces modifications, qui sont des ajustations permanentes, dans les cartes numériques de fabrication, dans la chaîne de fabrication, juste en bas de l'atelier. Donc ça, c'est une réalisation importante qui permet de gagner de temps et qui permet notamment de réaliser ce qui était demandé au départ, la flexibilité. C'est comment fabriquer en grande masse des produits qui soient customisés. Et ça, c'est naturellement une demande récurrente et ça permet effectivement de créer, de garder les avantages compétitifs d'une production de masse en ayant des produits qui soient personnalisés. Enfin, je finis naturellement sur le sujet service. Là où Siemens est en train, vous avez peut-être une des premières, du moins en France c'est de loin la première, c'est l'introduction du système, de plateforme qu'on appelle une PaaS dans la partie digitale, qui est naturellement notre MindSphere, qui va être l'élément central de notre stratégie en termes de digitalisation, qui est un environnement ouvert, c'est une plateforme as a service, un PaaS, qui permet naturellement à différents acteurs, parce qu'on ne prétend pas, et on a un certain nombre de voisins, notamment BrainCube, que je permets de citer, qui est naturellement un des partenaires qui va nous permettre de créer des applications qui soient sur notre environnement,
environnement interconnecté qui nous permet de renforcer notre écosystème. C'est-à-dire qu'on va offrir non seulement la connectivité par rapport au système, mais un système aussi qui aura des applications préprogrammées qui pourra nous permettre d'aller plus vite. Donc, ce système de récupération des données, de traitement des données, d'analyse de la donnée d'une manière très séquentielle et très systématique va nous apporter naturellement des gains très importants en termes de disponibilité. Finalement, quelle est l'architecture et la vision que nous avions dans le monde? C'est à partir d'un team center, d'une base de données commune, les logiciels d'automatisme qui sont les TIA, qui sont les Simatic, l'ensemble de la partie. Donc Siemens est clairement numéro 1 mondial depuis très longtemps. Et naturellement, tous les logiciels qui vont suite à l'adapter, aussi bien dans la partie PLM, donc la production et naturellement la vie au long cours du projet et du système. Le MES qui est la traçabilité de l'ensemble, parce que ce n'est pas uniquement dans la chimie, ce n'est pas demain dans la food and beverage qui permet d'avoir naturellement l'ensemble de ces informations, mais aussi le traitement du cycle de vie, life cycle, avec naturellement tous les outils numériques qui permettent d'obtenir des gains très très importants en termes de fonctionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça sera mon dernier slide parce que c'est bien de montrer, mais la réalité, c'est qu'est-ce que ça apporte? Et là, j'ai eu le plaisir de visiter cette usine il n'y a pas si longtemps, c'est l'usine Maserati. Vous allez me dire, c'est peut-être bien, mais on aurait pu prendre aussi toutes les usines Fiat qui existent. Et c'est un bon exemple que je prends parce que fabriquer actuellement, réinvestir dans des usines automobiles neuves en Italie, ça se fait. Pas croire qu'il n'y a que des usines en Europe qui ferment. Il y a des usines nouvelles du groupe Fiat qui s'ouvrent, je dirais pas tous les jours, mais au moins tous les ans, dans le nord de l'Italie. Je ne pense pas que l'Italie soit un pays pauvre. C'est un pays qui investit. Alors, quels sont le standard qu'ils ont mis en place? Vous voyez tous les logiciels qui sont attachés à la conception, planification, l'ingénierie, l'exécution et le service. Mais vous avez naturellement quels sont les gains pour le client. Le gain étant assez simple, de l'ordre de 30% en temps de développement, c'est juste énorme. Quand vous faites un nouveau modèle, c'est plusieurs milliards. Quand vous gagnez 30% en termes de temps de développement, c'est juste absolument, ça se compte en milliards, encore une fois. Le nombre de combinaisons possibles sur ce type de modèle est passé à 70 000. C'est que finalement, chaque client définit le produit propre qu'il veut avoir, tout ça dans un circuit complètement automatisé. Et, last but not least, c'est 3 fois plus de véhicules produits sur le même emplacement. Et je veux dire que c'est très très impressionnant à voir, de voir cet ensemble complet simulé qui permet naturellement d'aller très vite en fabrication. Donc ce sont des gains tangibles qui justifient des investissements en Europe. Et là aussi, on voit que c'est un vecteur, pour revenir et boucler la boucle, ce que j'ai commencé tout à l'heure, si on veut réussir en Europe, c'est une chance, et la 4e révolution numérique et naturellement industrielle nous le permet. C'est comme ça qu'on le veut. On veut le faire et on veut le développer. Et encore une fois, ça se fait, et là très important, il ne s'agit pas d'ubériser l'économie. Il s'agit d'accompagner la mutation numérique de nos clients. Et là, c'est une approche qui est assez différente parce que vous avez à avoir une approche assez prédatrice du système avec un certain nombre de gens qui arrivent ex nihilo et qui veulent créer, à partir de la donnée, un business nouveau. Nous, notre principe est différent, c'est d'accompagner le client pour l'amener dans le nouveau chemin, le numérique. Merci beaucoup.